Bon, merci d'être venu à cet événement important pour nous en tout cas. Je pense qu'on est dans le bon timing en termes d'actualité, ça a été dit à l'ouverture, au moment où le président de la République va probablement annoncer l'ouverture d'une commission, d'un conseil, d'un haut conseil. Alors, je n'oserais pas faire comme M. de Gaulle, l'appeler une nouvelle commission Théodule, mais justement parce que je pense que le sujet est éminemment important. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux et donc là, notre timing est très très bon, c'est-à-dire qu'au moment où les plus hautes instances de la nation s'organisent autour du sujet, même s'il y a déjà eu la COP21 et des COP depuis dans d'autres pays du monde, à La Rochelle, on organise un événement sur un thème qui est certes un peu local, mais qui, en y regardant bien, concerne énormément de territoires, puisque ces aspects de marais littoraux, à l'interface entre la terre et la mer, sont des espaces particulièrement stratégiques, et je pèse mon mot, particulièrement stratégiques sur ces problèmes de changement climatique, à la fois parce que ces espaces aménagés par l'homme sont des espaces remarquables en termes de capacité à faire vivre les territoires, justement parce qu'ils sont à l'interface entre la terre et la mer, mais ils sont aussi des territoires qui sont très efficaces. Eric l'a abordé dans son propos liminaire pour séquestrer des gaz à effet de serre, mais qui sont aussi des territoires excessivement menacés, et c'est ça le paradoxe de la situation, par ce changement climatique. Donc voilà, tous les enjeux sont résumés, alors c'est un peu réducteur probablement, mais dans ces quelques mots, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur un espace qui est victime du changement climatique en raison des activités humaines qui pourtant ont façonné ce territoire, parce que on est sur des territoires extrêmement anthropisés, et qui peuvent, si on en prend soin, être le salut, les sauveurs, en partie en tout cas, de la vie sur Terre pour l'ensemble de l'humanité. Donc voilà, j'élève les enjeux sur mon très haut, mais je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut réfléchir les problématiques sans vouloir tomber dans un message anxiogène plus que ça ne le mérite. Je pense qu'il y a urgence et il faut l'intégrer dans nos politiques publiques, dans une approche globale qui s'intègre dans des visions à long terme. Voilà. Pour introduire après, alors je vous laisse la parole si vous voulez vous exprimer, bien sûr, je ne suis pas le seul à tenir le micro, et après, voilà, il y a des questions à poser, quoi. Voilà. Monsieur Augier. Merci beaucoup. Moi, je voudrais justement, les enjeux viennent d'être rappelés par Benoît. Rappeler effectivement que pour l'Université de La Rochelle, cet événement est véritablement emblématique du développement et de la trajectoire que nous essayons de mettre en place dans notre établissement, puisque comme vous le savez, cet événement est un événement scientifique, mais c'est aussi un événement de partage et de rencontre avec le citoyen, et aussi avec l'acteur politique qui est en charge d'un certain nombre de décisions concernant l'aménagement du territoire. Et la stratégie de développement de l'Université de La Rochelle porte précisément sur ces questions, d'essayer d'adresser désormais des grands défis sociétaux dans une vision globale, croisant le développement économique, la décision politique, le citoyen et le scientifique, pour essayer d'objectiver au mieux dans toutes ces organisations et l'accompagnement du décideur politique sur l'objectivité de ces décisions. Donc l'Université de La Rochelle prend ce tournant actuellement en travaillant sur sa spécialisation autour du littoral urbain durable intelligent. C'est la seule université française qui prend ce virage et qui se restructure fortement pour adresser ce grand défi sociétal du développement durable en zone littorale dans une vision interdisciplinaire décloisonnée, puisque nous réunirons à partir de l'année prochaine tout notre potentiel intellectuel, quelle que soit la discipline, autour de ce grand défi. Jusqu'à présent, nos chercheurs travaillaient en ordre un peu dispersé,
chacun de leur coin, sur des thématiques qui leur étaient propres, liées à leur trajectoire personnelle. Et désormais, tout le monde, toute l'université se reconcentre autour de ce défi. Et nous restructurons l'université d'ailleurs. Nous dissolvons les facultés disciplinaires au profit d'un institut interdisciplinaire autour du littoral urbain durable intelligent. Donc tout ça pour dire que c'est très convergent, ce qu'on est en train de partager aujourd'hui est très convergent avec la vision que nous développons à l'université. Nous organisons d'ailleurs, en appui sur notre restructuration forte, dont nous parlerons jeudi en conférence de presse, j'en profite pour dire un mot, jeudi on fait une conférence de presse pour parler de l'évolution de l'université. Nous organisons chaque année désormais nos journées LUDI, littoral urbain durable intelligent, dont l'ambition est un petit peu alignée sur celle qui est partagée aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre en synergie le citoyen, l'acteur de décision politique, l'industriel aussi, parce que l'industriel fait partie de l'écosystème, et le scientifique pour faire en sorte que collectivement on puisse contribuer au développement du bien vivre ensemble autour de zones littorales. Donc voilà, pour notre établissement ça fait sens. Moi je me réjouis que les collègues du Liens, Éric Chaumillon en tête, aient contribué à l'établissement de ce programme scientifique original. C'est une première, on sait qu'il est un petit peu tendu parce que c'est un exercice très particulier que d'essayer de réunir ces différents acteurs. Donc comme je l'évoquais, nous organisons chaque année des événements LUDI dont l'ambition est alignée sur cette question mais de manière un peu plus globale. Cette année nous avons conduit nos journées LUDI au mois d'octobre avec pour ambition dans un premier temps de partager les enjeux du développement durable en zone littorale pour les chercheurs de l'Université de La Rochelle. L'année prochaine, nous allons faire venir des acteurs de décision politique des territoires français, littoraux français, mais aussi internationaux. Désormais, tous les accords internationaux à l'université sont signés de manière prioritaire avec des scientifiques qui sont en zone littorale et qui partagent les mêmes priorités scientifiques que l'université et qui sont également en partenariat avec leur territoire pour que les territoires et les scientifiques se mettent en ordre de marche pour travailler sur ce grand défi mondial qu'est le développement durable en zone littorale. Alors évidemment, ici aujourd'hui on parle des marais, qui est une partie, Benoît vient d'évoquer, c'est une partie particulière de cet ensemble. À l'université, nous adressons l'ensemble de la question littorale qui est beaucoup plus large que celle qu'on aborde aujourd'hui. Donc voilà, pour dire que pour nous ça fait beaucoup de sens, nous nous réjouissons de tout ça et je remercie l'ensemble des acteurs et des organisateurs pour leur engagement autour de cet événement. Voilà. Merci. Oui, on va passer la parole comme ça. Non, pour indiquer pourquoi l'agence de l'eau Loire-Bretagne soutient cet événement, à travers le Forum des marées atlantiques. L'agence de l'eau Loire-Bretagne a, je crois, un partenariat étroit, ancien, avec le Forum, avec d'ailleurs, c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne, mais c'est plus largement les agences de l'eau, puisque voilà, le Forum travaille sur une partie importante du territoire national. Donc c'est un acteur essentiel avec d'autres, évidemment les parcs régionaux en particulier. Clairement, on est dans l'actualité du changement climatique. Les comités de bassin des agences de l'eau ont délibéré tous sur des plans d'adaptation au changement climatique. Et clairement, on voit que le travail sur les milieux est essentiel pour être en capacité à encaisser les effets de ce changement climatique. Et que les zones humides, de façon générale, au-delà même du littoral, jouent en réalité un rôle essentiel. Elles ont été quand même largement sacrifiées au développement global. Je ne sais plus très bien les chiffres, mais c'est 50 ou 70% des zones humides qui ont disparu depuis l'après-deuxième guerre mondiale. C'était des zones dont il fallait se débarrasser. C'était finalement le choix qui était fait par les décideurs. Et ça reste quelquefois, ce que je disais tout à l'heure, on voit bien que ça reste quand même des zones qui sont quelquefois des lieux de développement et qui sont sacrifiées, nonobstant le rôle qu'elles peuvent jouer dans la résilience du milieu. Et donc tout l'enjeu de l'action des agences de l'eau dans les années qui viennent, mais pas seules, parce que les agences, elles sont financeurs, c'est les collectivités locales qui doivent jouer ce rôle, c'est les structures comme les conservatoires d'espaces naturels, notamment le conservatoire du littoral, qui peuvent ensuite jouer un rôle d'intervention. C'est qu'on puisse à la fois préserver, mais à mon sens préserver c'est pas suffisant, c'est reconquérir des zones humides et des espaces qui vont jouer ce rôle de tampon face à des phénomènes de précipitation excessive ou au contraire de périodes de
de sécheresse très longues. Et je trouve ça très intéressant de faire littoral et ville, parce que là aussi, on est convaincu que c'est aussi en remettant de la nature en ville qu'on peut aussi encaisser plus facilement ces chocs, ça coûte un peu d'argent. Petit lapsus d'agence de l'eau, ces chocs climatiques. Voilà, donc l'eau et la ville, ça fait aussi partie des priorités des agences de l'eau. On va pas en parler là, mais les zones humides en ville, des zones d'infiltration, des nous qui jouent ce rôle aussi de permettre à l'eau de s'infiltrer là où elle tombe, ça fait partie de ces priorités. On a d'ailleurs des villes sur l'Atlantique, sur la façade atlantique qui sont très engagées dans ces politiques, et on les accompagne. Et puis évidemment cette capacité à jouer un rôle dans l'adaptation, parce que le titre du colloque c'est adaptation des marées, mais c'est aussi comment les marées nous aident à encaisser ce changement climatique dont on sait de toute façon qu'il est devant nous, et que quelles que soient les actions qu'on mène aujourd'hui, on ne va pas rétablir la situation antérieure. Merci. Le parc naturel régional du Marais Poitevin, à l'aune de ce qui vient d'être dit, joue bien sûr un rôle qui est un rôle primordial. Je rappelle que nous sommes ici dans une zone qui est la 2e zone humide de France et la 5e zone humide d'Europe, donc un tampon assez exceptionnel avec des particularités qui sont fortes. D'abord, on est sur un terrain, une terre qui est assez artificielle, d'abord puisqu'elle a été conquise par l'homme, mais avec une nature qui s'est invitée d'une manière assez inattendue, assez exceptionnelle sur ce territoire, et donc une zone tampon qui est importante, avec quelque chose qui est un esprit qui est multiséculaire, qui est celui de la défense contre l'eau, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se bat à la fois contre les eaux de mer et contre les eaux de terre, et quelque chose d'assez exceptionnel, c'est un des rares endroits où la terre gagne sur la mer, en particulier au niveau de la baie de l'Aiguillon. Donc c'est aussi une terre d'expérimentation qui peut être aussi très intéressante auprès des scientifiques. Ça, j'allais dire, c'est le côté un petit peu local. Il ne faut pas oublier que les parcs naturels régionaux ont plusieurs missions. La première, c'est de mettre en avant les caractères exceptionnels de territoires, exceptionnels dans leur histoire, dans leur manière d'avoir évolué, dans leur urbanisme, mais aussi dans leur environnement. Et derrière, non seulement de le faire reconnaître, mais de faire derrière une certaine éducation des gens pour les sensibiliser par rapport à cet environnement qui est un environnement assez exceptionnel. Et c'est dans cet esprit-là aussi que nous sommes aujourd'hui, c'est un des acteurs de quelque chose qui, jusqu'à maintenant, dans l'esprit de la plupart des gens, était quelque chose de plutôt théorique. Parce qu'on nous apportait des chiffres sur le réchauffement climatique, sur la montée des eaux, et choses comme ça. Et là, on commence, si vous me permettez le terme, à rentrer dans le dur avec certains phénomènes qui sont des phénomènes qui sont aujourd'hui visibles et dont on parle de Cynthia, d'abord d'un côté qui a été vraiment un traumatisme sur l'ensemble du Marais Poitevin, mais on voit bien les inondations, on voit bien ces phénomènes ponctuels météorologiques, comme on l'expliquait tout à l'heure, qui sont en fait des témoins ponctuels de quelque chose qui est réellement en train de changer en profondeur. Et c'est réellement la survie de nos marais littoraux, et donc de ces zones de tampons dont vous venez de parler, qui sont aujourd'hui en jeu. Le rôle du Marais Poitevin, c'est bien sûr la sauvegarde du territoire, mais c'est aussi et surtout, j'allais dire, la sensibilisation qu'ils font donner, non pas auprès des scientifiques, parce qu'ils ont ils ont bien sûr cette donnée depuis longtemps, et organiser aujourd'hui un colloque leur permettant d'avancer dans leur recherche est bien sûr une de nos missions, mais aussi une mission fondamentale, c'est de toucher un grand public pour les sensibiliser par rapport à un risque qui est un risque qui est réel et sur lequel il est grand temps de réagir pour ne pas avoir demain une société qui va subir de plein fouet quelque chose dont elle est responsable. Et là aussi, nous avons un rôle qui est un rôle primordial. Donc, organiser un colloque comme celui-ci est à plusieurs niveaux. Un niveau, j'allais dire, plus local, sur la survie d'un marais pour lequel un parc naturel régional est fait, mais quelque chose de beaucoup plus large, qui est sur la sensibilisation
l'apprentissage des choses vis-à-vis du grand public, et c'est une des raisons pour lesquelles il y aura ce soir une manifestation, je veux dire, grand public, qui est une manifestation plutôt de vulgarisation des choses, sur un jour qui est un jour plutôt humoristique, apporté d'un point de vue ludique. Mais tout ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus grave, qui aujourd'hui mérite une action qui est une action immédiate. Il est grand temps de faire quelque chose autour de ces réchauffements climatiques, même si jamais il va falloir se battre quelquefois sur des intérêts qui sont des intérêts d'État, comme on a pu en voir au niveau mondial. Mais les États cèdent aussi à la sensibilisation de l'individu. Et c'est là notre rôle, dans ce qui est à notre niveau, petit niveau, mais tout petit niveau, est quelque chose qui est important, parce que à force de mettre une pierre à l'édifice, on va finir par construire un mur, et c'est ça qui est important. Oui, l'agglomération de La Rochelle est située au cœur des marais de l'Ouest, avec au nord le marais Poitevin, au sud le marais de Rochefort. C'est 6500 hectares sur l'agglomération de La Rochelle de marais, des marais salés, des marais ostréicoles essentiellement, et des marais doux, qui sont le siège de l'activité agricole. Cette question du changement climatique et des marais, elle est au cœur en fait des projets de l'agglomération. L'agglomération de La Rochelle s'est lancée dans un grand projet, le projet TIGA, en partenariat avec la ville de La Rochelle, donc la CDA, la ville de La Rochelle, Atlantec, l'université de La Rochelle, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, ça a été dit tout à l'heure. Et nous sommes particulièrement effectivement intéressés sur ce sujet-là, sur la question effectivement de la séquestration du carbone. L'objectif de l'agglomération, c'est d'arriver à un territoire littoral zéro carbone à l'horizon 2040. Parmi les leviers que nous avons identifiés, il y a le levier du carbone bleu. C'est comment peuvent participer les zones humides à la séquestration du carbone, comment nous devons effectivement gérer ces zones humides qui sont des puits de carbone extrêmement intéressants, puisque ce sont des zones sur lesquelles il y a une très forte productivité, parmi la plus forte productivité au monde. Comment mieux les gérer pour effectivement qu'ils jouent ce rôle-là et atténuer en fait le changement climatique. C'est complémentaire aussi effectivement du rôle qui est un peu plus connu effectivement des zones littorales comme des zones d'amortissement en fait, des problématiques de submersion marine. Donc nous nous engageons sur ce sujet-là, qui est extrêmement porteur et sur lequel nous fondons effectivement beaucoup d'espoir. Pour l'instant, il y a 12 territoires qui sont en lice sur ce projet TIGA, donc en shortlist, et La Rochelle, effectivement, est bien placée là-dessus. Donc on va travailler en partenariat, notamment avec l'Université de La Rochelle sur ces questions-là, avec les gestionnaires d'espaces naturels. J'ai évoqué tout à l'heure, parmi les gestionnaires, il y a le parc naturel, effectivement, régional du Marais Poitevin, les réserves naturelles qu'on a sur le territoire, le réserve naturel de la baie d'Aiguillon, la baie d'If, qui est juste au sud, qui est un territoire nouveau dans l'agglomération, et puis le Forum des Marais, qui a toute sa place. Sur la question des submersions marines, on a engagé effectivement des travaux importants dans les cadres des papilles sur La Rochelle pour protéger les zones à fort enjeu. Et on s'est aperçu, quand on a fait ces études, effectivement, que les travaux qui pouvaient être faits de protection sur les territoires qui sont adjacents pouvaient avoir une influence aussi, effectivement, sur le niveau de la mer en cas de submersion marine. C'est le cas, par exemple, sur la baie d'Aiguillon. Donc, il y a forcément une solidarité à trouver entre ces espaces de marais que l'on doit protéger, certes, mais jusqu'à un certain niveau, et ne pas mettre en danger, effectivement, les zones sur lesquelles on a des enjeux forts d'infrastructure, de bâti, des enjeux humains importants. Donc voilà, ce colloque a le mérite de poser vraiment ces problématiques-là et de démontrer que le changement climatique est certes potentiellement une menace pour les zones humides, mais qu'en réalité, les zones humides sont aussi une chance pour les territoires. Une chance par rapport aux submersions, puisque ce sont des zones sur lesquelles, effectivement, on peut amortir en s'en servant comme déversoir, effectivement, en cas de tempête. Et puis ce rôle que j'ai évoqué tout à l'heure de zone de séquestration du carbone. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est vraiment effectivement très heureux d'accueillir ce colloque international
qui va vraiment poser les bases d'une réflexion qu'on devra mener, enfin sur laquelle nous sommes engagés pour l'avenir. Et puis pour être un peu plus concret sur La Rochelle par rapport à ces problématiques de carbone bleu et donc la préservation des zones humides et la restauration qu'évoquait monsieur le directeur de l'agence de l'eau, nous nous sommes engagés sur la restauration du marais de Tadon. Marais de Tadon qui est un marais salant qui a 1000 ans d'histoire, qui est au cœur de la ville, entre La Rochelle et Attré, au pied de Villeneuve-les-Salines. Un marais qui a été remblayé en partie. Il y a 17 hectares qui ont été remblayés pour être voués à l'urbanisation. Et nous avons décidé, quand nous sommes arrivés aux affaires, de restaurer ce marais, et d'enlever les remblais et de restaurer 17 hectares de zone humide, de faire revenir effectivement de l'eau de mer dans ces marais, et de restaurer un ensemble de 100 hectares de marais, à la fois pour des questions de biodiversité, de paysage, et de demande sociale aussi. Les habitants de Villeneuve et de Tadon sont très demandeurs par rapport à ça, mais aussi effectivement de maximiser leur potentiel par rapport aux questions de changement climatique. Alors là, je me tourne vers le directeur de l'agence de l'eau. On va le solliciter, on l'a déjà sollicité effectivement pour nous aider à réussir ce projet, qui est un projet très ambitieux et qu'on va démarrer en septembre 2019. Voilà en quelques mots effectivement la situation sur La Rochelle et voilà, je peux vous assurer de la forte implication de l'agglomération de La Rochelle, notamment avec la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 sur ces questions-là. Et ces territoires qui ont souvent été malmenés, ignorés, voire détruits, j'ai parlé sur le marais de Tadon, eh bien ce sont des territoires qui nous seront effectivement très utiles, à condition de bien les gérer, pour nous préserver du changement climatique qui est en train de se produire. Tadon, combien d'hectares? On doit être autour de centaines d'hectares, 120 hectares si on prend effectivement le territoire de manière plus générale. C'est un territoire qui est classé en SNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Une partie était en réserve naturelle volontaire, et on a l'ambition, demain, une fois que tout sera restauré, de lui donner un statut de réserve naturelle régionale. C'est amené à se multiplier ce colloque, enfin à durer dans le temps, ou vous savez déjà C'est un one-shot, je peux... Sur La Rochelle ou ailleurs, mais on est sur un sujet qui de toute façon va traverser le temps pour quelques années, voire quelques décennies. C'est-à-dire que il ne suffit pas de faire un colloque aujourd'hui et demain, enfin le 27 et le 28 novembre, pour dire que demain, ça y est, le changement climatique, c'est terminé. Donc forcément, après, ce sera peut-être d'autres formes d'interpellation, mais là, on est sur une prise de conscience scientifique, une prise de conscience des élus, parce qu'il y a une journée, celle d'aujourd'hui, plus scientifique, demain, plus tournée vers les élus, ce soir, un événement grand public, donc on essaie de cibler à peu près toutes les couches de population, sans être péjoratif, pour que la prise de conscience soit la plus totale possible. Mais on est à une étape de prise de conscience, donc on espère bien que derrière ce colloque et d'autres, puisqu'on n'a pas la prétention d'avoir le monopole de la prise de conscience sur le changement climatique, participe justement à ce que tout le monde prenne conscience du sujet, parce qu'on n'est pas sur un sujet qui se contentera de prises d'initiative aussi vertueuses soient-elles comme celles prises à La Rochelle, locales, suffiront pas. Il faudra effectivement une approche globale, une prise de conscience à l'échelon planétaire pour que ça fonctionne. Et donc c'est aussi l'intérêt de ce colloque, c'est qu'on partage des expériences avec des gens qui viennent de Belgique, avec des gens qui viennent du Canada, avec des gens qui viennent des États-Unis, pour justement convoquer cette approche globale et cette dimension planétaire. Juste un mot pour ce qui nous concerne à l'université. Évidemment, ça ne va pas s'arrêter à ce seul événement. Comme je l'évoquais tout à l'heure, nous organisons chaque année désormais les journées consacrées au littoral urbain durable intelligent, qui aujourd'hui était, cette année pour cette première édition qui s'est tenue au mois d'octobre, était un peu générale, et nous allons les adresser désormais
sous un angle plus thématique. Donc l'année prochaine, ça pourrait être les marais, l'année suivante, ça pourrait être la construction durable. Enfin, en tout cas, l'histoire l'ambition, c'est de valoriser toutes les compétences scientifiques de l'université, champ par champ, et de faire venir, comme l'évoquait Benoît à l'instant, des acteurs internationaux qui sont concernés par des questions équivalentes. J'évoquais, nous avons signé des accords à Osaka, par exemple, le Japon, qui est une université littorale, où il y a également un territoire qui est intéressé par ces questions de développement durable. Il se pourrait qu'un jour le maire d'Osaka puisse débarquer ici. Voilà. Et donc l'ambition, c'est effectivement d'organiser un événement international récurrent qui traite des questions de développement durable en zone littorale, en adressant sans doute thème par thème, année par année. Et donc la question des marais reviendra évidemment de manière récurrente, puisque c'est une caractéristique extrêmement forte sur le territoire. Juste un mot, j'aimerais bien un point. Si le président de l'agglomération était là, il m'aurait tiré les oreilles. C'est le projet d'Expo Climat-Océan que nous allons mettre en œuvre dès 2019 sur l'agglomération, juste à côté au musée maritime, avec l'ambition de faire un véritable espace climat-océan, espace de sensibilisation effectivement et d'information du public, du grand public sur ces questions-là, et notamment sur le rôle de l'océan comme régulateur du climat, et évidemment l'océan, mais aussi les espaces qui sont nés de l'océan. Je parle des marais, effectivement. Et voilà, on a vraiment une très grande ambition sur ce dossier-là. Gilbert ? Oui, je voulais parler au niveau des suites qui vont être données. L'année prochaine, la Convention Ramsar a choisi comme thème les zones humides et les changements climatiques. Donc au niveau international, là, il y aura des manifestations qui reprendront ce thème et qui développeront en fonction des spécificités des milieux la reconnaissance donc des fonctions des zones humides et ce qu'elles peuvent apporter aux civilisations pour atténuer ces changements climatiques. Donc en France, de nombreuses manifestations commencent à s'organiser. Le forum en fait partie avec bien d'autres acteurs comme le parc naturel régional du Marais Poitevin. Je crois que l'année prochaine, cette thématique sera fortement relayée et par les médias et par de nombreux acteurs des territoires. Je voudrais rajouter une chose, et c'est en lien avec ce qui vient d'être dit au niveau de l'Université de La Rochelle. Vous savez que cette année, il n'y a pas très longtemps, c'était le 23-29 octobre à Dubaï, il a été désigné, labellisé des villes Ramsar, des villes qui donc protègent les zones humides environnantes, mais qui sont souvent intégrées dans la vie de la ville. Et je crois que c'est aussi un phénomène important. Même les architectes se rendent compte de l'utilité que peut avoir une zone humide à l'intérieur des cœurs de ville. Pour nous en citer, vous avez Saint-Omer dans le nord, où nous avons au niveau du forum une antenne. Il y a aussi, avec le Marais Audomarois, il y a Amiens aussi, qui est une ville qui a donc eu cette labellisation. Ils sont 4 en France. Sur les 15 qui ont été nominés, il y a 4 villes en France qui donc ont reçu cette labellisation. Voilà. Il faut être Ramsar. Oui, on y vient. Encore un petit mot, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur l'utilité des zones humides en cœur de ville. Sur le projet des Marais de Tadon, on a développé ce projet en parallèle en fait, du programme de rénovation urbaine de Villeneuve-les-Salines, un quartier effectivement sensible sur La Rochelle. Et en fait, ce qui est ressorti de la concertation qu'on a eue avec la population, c'est qu'il y avait une très forte attente de la population sur cette zone-là par rapport aux marais. On pensait que les marais étaient pour la population plutôt un espace en déshérence et rebutoir. Bien au contraire, il y a une très très forte demande. Et on a identifié ce projet de restauration des Marais de Tadon comme peut-être un des atouts majeurs en fait, pour redonner de l'attractivité à ce quartier et redonner une fierté à ce quartier et relier ce quartier à ce qui a construit La Rochelle, c'est-à-dire ces marais salants. Donc on a beaucoup d'ambition par rapport à ça, notamment sur les questions sociales. Ce sont des espaces effectivement qui offrent beaucoup d'aménités et encore une fois, je le dis, vraiment une très très forte attente de population. Pour amplifier ce que tu dis, Eric, lorsqu'on avait organisé les Journées mondiales des zones humides à Brest, on était sur le sujet justement du marais dans la ville et cette appropriation par la population urbaine était vraiment incroyable sur des sites bretons. Et donc il y a vraiment une carte à jouer et ça s'appelle du développement durable tout simplement, où on a une dimension écologique, une dimension économique et une dimension sociale.